Monsieur Zelani, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci de nous avoir invités. Alors, la constitution algérienne qui a été modifiée en 2016, elle a réduit le nombre de mandats du président de la République à 2 mandats non renouvelables. Et cette disposition est non révisable à l'avenir. Ma question, est-ce que c'est ad vitam aeternam? Non, premièrement, il faut rappeler que cette disposition existait déjà en 96, dans la réforme constitutionnelle de 1996, sous le président Zeroual, qui avait limité à 2 mandats seulement les mandats du président de la République. Quand M. Bouteflika est arrivé, il a changé la Constitution, il a révisé la Constitution et il a permis donc la liberté des mandats en s'appuyant sur un certain nombre d'arguments. Là, maintenant, il revient. Ce qui est particulier, c'est qu'à l'époque du président Zeroual, vous savez, il y a dans la Constitution un article très spécifique qui concerne la révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Donc on peut réviser, le président de la République peut réviser la Constitution, mais il y a un article qui interdit de réviser un certain nombre d'articles. Par exemple, le caractère républicain de l'État, la question de la langue arabe comme langue nationale et officielle, un 3e point concernant l'islam, religion de l'État, et 2 ou 3 autres points de même acabit, sur les droits de l'homme et autres. Donc ces articles-là ne sont pas révisables dans le cadre de cette Constitution, depuis d'ailleurs l'époque 89, n'est-ce pas? Quand le président Zeroual a introduit la limitation des mandats à 2, il n'a pas cru, ou ses conseillers n'ont pas cru, voulu verrouiller cette disposition en la mettant dans ce fameux article des non révisables. Ce qui a permis à M. Bouteflika de changer cet article et de s'octroyer un 3e et puis un 4e mandat. Maintenant, il révise donc depuis quelque temps, et il a révisé la Constitution pour revenir au principe de 2 mandats, mais il a verrouillé en mettant cette question-là comme de 2 mandats comme non révisables. C'est-à-dire que le prochain président de la République ne pourrait pas s'octroyer 3 à 4 mandats à l'instar du président Bouteflika. Moi, j'ai épinglé quelques contradictions. Je reviens, et vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'article 2 de la Constitution algérienne qui stipule que l'islam est la religion de l'État. Je vais vous lire l'article 32 textuellement. Il dit « Les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. » Donc, je parlais de cette la première contradiction qui est très frappante, à mon sens, c'est que l'article 32 dit clairement que les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Or, en islam, la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme, les droits d'héritage, de mariage, de divorce, de témoignage notamment. Ma question, Monsieur Zelani, est de savoir qu'est-ce qui prévaut devant la loi, la religion ou la Constitution? Bien, d'une manière globale, un premier point général, très général. Les constitutions algériennes sont une sorte de mixage entre la constitution européenne, particulièrement française, qui sont normatives, c'est-à-dire qui emploient un certain nombre de règles précises et applicables, et les fameuses constitutions programmes du service des anciennes républiques soviétiques, qui donnent de grands principes. Une grande partie des articles de la Constitution algérienne renvoie à la loi, ou sans renvoyer à la loi, dispose, mais il faudrait des textes légaux et réglementaires pour les mettre en application. Donc, une grande partie de textes sont des professions de foi,
sur l'égalité, sur la démocratie, sur plein de choses. Elles ne sont pas mises en pratique par des textes réglementaires ou par des lois. Donc ça reste de grandes dispositions. Pour revenir à la question par exemple que vous avez soulevée, celle de la femme. Vous avez le principe d'égalité que vous avez cité entre les sexes et autres, etc. Et vous avez l'article 2 qui parle de... L'article 2 parle de le droit musulman, de la charia, comme étant une des sources du droit musulman, du droit algérien. Et ça pose un gros problème. Troisième point que vous avez soulevé, cette question qui, si elle n'était pas très grave, serait loufoque. Parce que depuis l'indépendance, toutes les constitutions disent l'islam est la religion de l'État. L'État n'a pas de religion, quel qu'il soit. L'État ne fait pas la prière, l'État ne va pas à la mosquée, l'État n'est pas un être humain. La religion, quelle qu'elle soit, l'islam en particulier dans notre cas, s'adresse à l'être humain. Il ne s'adresse pas à l'État, qui est une figure abstraite. Ils auraient pu mieux dire que l'islam ou le droit musulman, ou l'islam est la religion majoritaire du peuple algérien, par exemple. S'ils voulaient, mais de l'État, ça n'a aucun sens au point de vue philosophique et au point de vue légal. L'État ne peut pas avoir de religion, quelle qu'elle soit. Par contre, il peut être protecteur d'une religion, il peut être protecteur de toutes les convictions religieuses. Alors, qu'est-ce qui se produit dans les pays musulmans en général et en Algérie en particulier entre les règles de droit fondamentaux, les droits qui sont actuellement votés au niveau des traités internationaux, qui sont supérieurs aux lois, donc aux lois internes. Vous avez par exemple une loi interne qui est le code de la famille. Elle devrait normalement être inférieure aux traités que l'Algérie a signés, même avec certaines réserves, comme le cas de l'Arabie saoudite, etc., justement quand ils arrivent à la question de l'égalité totale et absolue des sexes, par exemple. Comme la Convention des droits de l'homme. Comme la Convention des droits de l'homme et comme un certain nombre de conventions spécifiques sur les droits de la femme, sur les droits de l'enfant, etc. Et ces conventions internationales s'appliquent normalement automatiquement. Certaines ne sont pas introduites dans le droit algérien. D'autres, elles sont introduites et ça pose un grand problème. La question qui se pose, c'est l'absence d'institutions judiciaires crédibles et valables, telles que le Conseil d'État, qui puissent, en cas où il est saisi par une règle, par exemple, de non-égalité, supposons par exemple une femme, dans le cadre d'un héritage, saisie des tribunaux en disant « mon frère a eu le double », alors que la Constitution dit que j'ai les mêmes droits que lui. Et alors on lui opposerait, le cas échéant, le droit musulman. Et elle pourrait revenir là-dessus. La troisième question, ou solution, issue qu'on pourrait faire, il y a une grande partie de la population algérienne, par tradition, mais aussi par conviction, mais même de plus en plus maintenant par militantisme, qui veut imposer encore plus de rigueur dans l'application d'un certain droit musulman, de certaines coutumes dites musulmanes, mais en fait c'est plus des coutumes arabiques ou pré-islamiques dans les comportements, dans la manière de se vêtir, etc. et tout. Donc on assiste, à cela. Ce qu'il faudrait peut-être comme solution, je pourrais vous laisser me reposer la question, mais je voudrais juste terminer, c'est peut-être envisager un droit d'option pour les citoyens algériens qui veulent être dans leur statut personnel lors de la signature du contrat de mariage ou lors d'autres moments importants, leur majorité par exemple, opter pour un système laïque ou un système religieux. Je vais épingler un deuxième article qui est contradictoire, me semble-t-il, et j'en finis là. C'est l'article 63-22. La nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques. Pour être éligible à la candidature de la présidence, il faut ne pas avoir acquis une nationalité étrangère, jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère,
et bien sûr, il faut être de confession musulmane. Là aussi, on se réfère à l'article 2 qui dit que l'islam est la religion de l'État, et à l'article 32 qui met sur le même pied d'égalité tous les Algériens et les Algériennes. Alors, là aussi, j'ai besoin d'une réaction de votre part sur cette discrimination. C'est une discrimination et c'est en même temps un article absurde. Ça fait partie de ce que je vous appelais, je vous disais tout à l'heure, les fameuses lois programmes, qui ne sont pas vraiment juridiques, elles sont idéologiques. Parce que dire que l'égal accès aux hautes fonctions, déjà les hautes fonctions, vous savez, c'est très très relatif. On peut être chef de cabinet d'un ministre, ne pas être concerné par cette loi et faire ce qu'on peut faire le cas échéant, alors que le ministre est de confession musulmane, par exemple, ou qu'il a un certain nombre de conditionnalités. C'est un peu dérisoire de vouloir, par le couperet de la nationalité unique, vouloir priver une partie des citoyens à l'accès qui leur est garanti à toutes les fonctions. Non seulement une nationalité unique, comme je le lisais dans cet article, mais il faut que cette nationalité soit d'origine. Oui, la nationalité unique est d'origine. Où ça touche aussi le cas de l'épouse ou du conjoint, etc. Du point de vue du principe de droit, de manière générale, c'est des articles qui sont complètement illégaux, inacceptables. Seulement, dans la démagogie qu'on est en train de vivre, et c'est d'ailleurs, je vous dis, je le répète, c'est des dispositions qui sont inapplicables dans la pratique. Inapplicables. Alors, cette constitution pompeuse, comme vous le disiez, absurde, est-ce qu'elle a été élaborée par des gens compétents, finalement? À ce que je sache, faut-il vous donner une anecdote? Lors d'une révision de la Constitution concernant l'introduction, la reconnaissance de la langue berbère, de la langue amazigh dans la Constitution. Il a été fait appel à 3 personnalités, dont l'une est décédée et l'autre est toujours vivante, et moi-même, pour rédiger. Ça, je le dis publiquement, et pour la première fois. Les 2 personnalités sont des personnalités âgées, qui ont une grande expérience dans les rouages de l'État depuis les années 60. Vous pouvez les citer, hein? Qu'importe, donc ces 2 conseillers, c'est l'ex-ambassadeur à Paris et un autre conseiller qui était président du Conseil constitutionnel et qui est décédé, que Dieu ait son âme maintenant, et qui était proche du président de la République. On m'a demandé, au niveau du cabinet de la présidence, d'apporter une contribution. J'ai apporté une contribution concernant la rédaction de la reconnaissance de la langue amazigh. Et j'ai dit, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'il faut faire. Et à mon avis, bien entendu, c'est juste une proposition, mais avec un certain nombre d'explications. Ça a été repris mot par mot. L'un des éléments importants à l'époque, parce que vous savez, en Algérie, il y a plusieurs variétés de la langue amazigh. On parlait auparavant de variantes. Et j'avais introduit le terme de variété pour créer une égalité entre les différents parlers berbères en Algérie. Variante voudrait dire une à la place de l'autre. Variété, c'est l'ensemble. Et donc, ça a été repris. Donc, l'action juridique n'est pas toujours une culture chez nous, dans l'administration et dans l'État. Alors bien sûr, cette constitution a été approuvée par le Parlement. Mais Monsieur Jalani, très franchement, est-ce que c'est vrai que la majorité, en tout cas une grande partie des députés, n'ont pas été au-delà de l'école primaire? Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai qu'on peut remarquer qu'il y a une grande partie de l'élite intellectuelle, notamment universitaires, etc., boudent les élections, quelles qu'elles soient, et particulièrement les élections parlementaires, parce qu'il y a une forte décrédibilisation de la fonction parlementaire depuis assez longtemps déjà. Et particulièrement, lors des prochaines élections, on les abordera peut-être. Donc il y a
un rejet tout à fait de se porter comme candidat. Deuxièmement, le Parlement n'a pratiquement aucun pouvoir à exercer au point de vue comme si c'était c'est une fonction. Comme dans tous les pays totalitaires. Tout à fait. On revient à la fonction législative et pas au pouvoir législatif. On va maintenant justement s'attarder un tant soit peu sur l'actualité. Le président Bouteflika est très gravement malade, vous le savez. Certaines sources le donnent carrément mort cliniquement. Ou mort cérébralement. Je cite par exemple le très sérieux journal allemand Der Spiegel. Je cite aussi la télévision étatique russe et je cite le journal électronique algérien CNP News. Donc qui ont donné carrément après le 20 février le président en état de mort cérébrale. Ma question, elle est aussi juridique, Monsieur Zalani. Que prévoit la Constitution algérienne dans le cas où le chef de l'État est empêché d'exercer ses fonctions à cause d'une grande maladie, et c'est le cas pour M. Bouteflika? Bien, la Constitution stipule clairement qu'en cas de maladie grave, le Conseil constitutionnel est durable. Hein. Le Conseil constitutionnel se saisit de plein droit, donc automatiquement. Donc il en a l'obligation. La question est de savoir si la maladie du président est grave et durable. Il me semble, a priori, et ce n'est pas à moi de le dire, c'est au médecin attitré qu'il appartient au Conseil constitutionnel de nommer, de dire que la question se pose. Elle se pose depuis déjà sa dernière élection, où il n'a pas participé, où il n'a même pas pu physiquement prêter serment. Bien. Il y a aussi l'ensemble de ces prérogatives constitutionnelles qui sont immenses, parce que, y compris les prérogatives anciennes du Parlement, la présidence de la République les a reprises. Les pouvoirs de nomination, de réception, de solennité, de décret et autres, etc. Les pouvoirs du président de la République sont quasi monarchiques dans les monarchies non constitutionnelles, bien entendu. Et il nomme même les secrétaires de mairie pour voir un petit peu l'immensité de pouvoirs qui lui est accordé et qui ne sont plus exercés. Tout à fait. Et ils ne sont plus exercés d'autant plus que depuis 3 ans, depuis son dernière élection, il est notoire. La notoriété est une preuve. La notoriété est une preuve. Tout à fait. On n'a pas besoin de prouver quand c'est notoire. Les éléments notoires, c'est la loi de la preuve. Quand c'est évident, quand c'est notoire. Le président est notoirement amoindri, notoirement malade. Quand j'ai dit ça il y a quelque temps sur une autre chaîne de télévision, on m'a appelé pour me dire « Mais tu sais très bien que le président est malade, pourquoi en parles-tu » Alors, le président du Conseil constitutionnel, et en ce moment c'est M. Mourad Medelsi, n'a pas fait appel à des médecins assermentés pour ausculter le président Bouteflika et publier un bilan médical du président. Alors, est-ce qu'en Algérie, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle un tribunal constitutionnel ou une cour constitutionnelle qui pourrait éventuellement remettre en cause la position aujourd'hui silencieuse de M. Mourad Medelsi? Pour ce qui est du Conseil constitutionnel et pour ce qui est de la maladie, la loi sur les élections impose un certificat médical. Monsieur Medelsi a été destinataire d'un certificat médical de la part d'un médecin. Est-il qualifié? Je le suppose. Et il a été déposé au Conseil constitutionnel pour permettre à monsieur Abdelaziz Bouteflika de se présenter à la dernière mandature. Je demande publiquement qu'on nous dise qui est le médecin qui a signé ce certificat médical et qui disposerait, a priori, que l'état de santé du président lui permet de prendre cette charge ou de postuler à cette charge. Le nom du médecin et le certificat médical qui a été déposé au Conseil constitutionnel et qui s'avère 3 ans après
que finalement le président de la République n'est pas apte, du moins n'a pas toutes les aptitudes requises, et devient maintenant une demande solennelle et une demande populaire de la part de citoyens algériens. Elle s'adresse notamment à M. Medelsi, qui a reçu ce certificat médical. Monsieur Zelani, est-ce qu'il existe aujourd'hui une opposition capable de convoquer une assemblée constituante pour préparer l'après-Bouteflika? Non, je ne le pense pas. Il y a une prise en charge de l'ensemble de ce qu'on peut appeler les acteurs politiques d'opposition ou du régime, et qui, comme vous le voyez lors des prochaines élections, se ruent vers ces élections-là, sans avoir d'ailleurs chance d'avoir des électeurs, etc. Quasiment l'ensemble de la classe politique régulière, reconnue, etc., est bien prise en charge. Il va falloir donc une autre représentation politique, une autre réflexion sur le moyen de sortir de ce traquenard pour pouvoir avancer. Qui est habilité à abroger la Constitution? Un président de la République régulièrement élu peut soumettre une autre Constitution au peuple. Un président au finish qui est malade, qui est carrément illégitime, c'est le serpent qui se mord la queue? J'ai dit un président régulièrement élu. Est-ce que, par exemple, la société civile pourrait faire recours à une cour internationale pour déposer une plainte contre ceux qui ont pris Bouteflika en otage pour se maintenir au pouvoir? Il y a un cas humain d'abord, concernant ce monsieur, qui est très âgé, qui est apparemment très amoindri, et qui, semble-t-il, est utilisé par son entourage, et particulièrement son proche entourage, et qui exerce à sa place et des fonctions que la Constitution ne leur donne pas. Maintenant, en l'occurrence, Saïd Bouteflika, qui est le frère cadet du président. Le frère qui est conseiller à l'informatique, quelque chose comme ça, et qui actuellement s'arroge de notoriété publique pratiquement l'ensemble des compétences, des attributions du président de la République, ce qui est très grave. Autrement dit, c'est lui le président faisant fonction. On parlait d'élections législatives qui vont avoir lieu le 4 mai. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Paradoxalement, il faudrait qu'elles aient lieu, parce que si elles n'ont pas lieu, même si elles sont totalement délégitimées, même si elles vont être aussi, comme d'habitude, trafiquées, même s'il va y avoir une représentation encore plus affaiblie, encore plus décrédibilisée qu'auparavant, il faudrait, malgré tout, malheureusement, pour ne pas tomber dans le vide juridique des années 90, qu'il y ait une assemblée existante. Sinon, on va se retrouver encore dans une situation de vide institutionnel et constitutionnel assez grave si on lui rajoute l'absence et la vacance de la présidence de la République. Monsieur Zelani, vous ne pensez pas que si le régime aujourd'hui tient tellement à tenir ces élections législatives, c'est parce qu'il veut encore se maintenir au pouvoir? Je rappelle qu'on annonce un boycott historique. On parle d'un taux de participation qui ne dépasserait pas 10%. Le pouvoir a essayé de faire en sorte, en ameutant l'ensemble des partis, des micro-partis, des familles et autres, etc., pour essayer d'avoir au maximum un semblant de participation massive dans tous les départements. Voilà, en faisant appel à tous les partis, micro-partis, etc. Deuxièmement, il va s'appuyer sur la fraude habituelle pour faire augmenter le taux de participation et puis avoir un chiffre de 30 à 35% pour pouvoir passer. Ceci dit, et il est absolument important pour que l'Algérie ait une représentation parlementaire, même si elle est totalement incrédible. Sinon, on va retomber, comme je vous l'ai dit, dans un vide institutionnel grave. Une dernière question, Monsieur Zelani. Comment vous voyez l'Algérie de l'après-Bouteflika? Il me semble, et c'est très grave ce que j'ai dit, que tout ce qui a été fait depuis très longtemps n'a pas été fait par le fait de la simple incompétence.
Il a été fait d'une manière volontaire et volontariste pour affaiblir ce pays dans ses structures les plus fondamentales, dans ses liens sociaux, dans ses liens fondamentaux, dans la société, dans les institutions. Tout a été fait pour faire écrouler cette population, tout en lui faisant peur chaque fois, une forme de chantage. Ah, si vous ne vous taisez pas, vous allez encore subir la fameuse décennie noire. Vous êtes pessimiste? Vous savez, quand on est réaliste, on est nécessairement pessimiste. Mais quand on est réaliste, on croit toujours qu'au final, il y a toujours des solutions pour les peuples. Monsieur Zalani, ça a été un grand plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci, vraiment. Je vous remercie également. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.